Droit des littoral. Séance 1. Introduction 1. Présentation générale du champ d'application de la loi littorale. Ici, on parle de la loi littorale du 3 janvier 1986 relative à la protection, à l'aménagement et à la mise en valeur du littoral. A. Détermination des communes concernées. L'article L321-2 du Code de l'environnement identifie 4 catégories de communes littorales d'importance très variable. 1 degré les communes qui ont une façade littorale, c'est-à-dire qu'une partie de leur territoire touche la mer, aussi petite soit-elle. C'est la plus grande catégorie. 2 degrés les communes riveraines des estuaires les plus importants. La liste a été fixée par un décret intervenu en 2004, suite à un arrêt du CE qui a enjoint à l'administration d'édicter ce décret. Il y a eu un délai de 18 ans entre la promulgation de la loi et la parution du décret. 3 degrés les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques des littoraux. Si elles demandent au préfet d'être ajoutées sur la liste des communes littorales, aucune ne l'a demandé, la disposition a donc été abrogée. 4 degrés les communes non littorales qui ont fusionné avec une commune littorale. Elles peuvent intégrer la liste à leur demande, aucune commune ne l'a demandé. Le fait qu'aucune commune ne fasse de demande pour intégrer la liste des communes littorales démontre la réticence des élus de voir leur commune soumise à la loi littorale, qu'ils jugent bien souvent contraignante. B. Les territoires concernés par l'application de la loi littorale. Au sein des communes littorales, tout le territoire des communes littorales est concerné par l'application de cette loi. Toutefois, le dispositif de protection de l'environnement est très fort sur le littoral et s'atténue quand on s'en éloigne. On en déduit que la loi littorale ne s'applique pas côté mer, mais il est toujours permis d'en douter, car le Conseil d'État n'a pas encore tranché la question. À titre indicatif, la Cour d'appel administrative de Nantes a jugé que la loi littorale ne s'appliquait que sur la partie terrestre, et donc ne régissait pas l'installation d'un parc éolien en mer. 2. Les acteurs du droit du littoral. A. L'administration. L'État législateur. Il a adopté la loi littorale à l'unanimité. Il a, par la suite, adopté de nombreuses lois modificatives qui ont fait régresser l'objectif protecteur. L'État réglementaire. Il met en place des décrets d'application. D'ailleurs, si le législateur prévoit l'intervention d'un décret d'application, l'État a le devoir de le faire, d'où la jonction du C évoquée précédemment. Le préfet. Progressivement, le législateur a permis aux ministres et préfets de donner des dérogations pour aménager le littoral. Il doit également garantir l'application de la loi et pour cela, il a largement recours au déféré préfectoral. Cette procédure lui permet de saisir le tribunal administratif pour lui demander d'annuler une décision administrative prise par une collectivité territoriale qu'il pense illégale. Les régions. Elles n'ont pas de compétences particulières, mis à part soutenir financièrement certains aménagements du littoral. Les départements. Ils n'ont pas de dispositif propre au littoral mais ont des compétences particulières de protection et d'ouverture au public sur les espaces naturels sensibles. Il s'agit d'un dispositif créé par le législateur codifié au Code de l'urbanisme, L215-1, qui offre aux départements la possibilité d'exercer une politique de maîtrise foncière sur cet espace. Ils peuvent les délimiter et les acquérir par voie amiable ou par préemption. Les communes. Elles sont souvent elles-mêmes compétentes pour délivrer un permis de construire, donner un permis d'aménager, ou encore adopter les plans locaux d'urbanisme, PLU = règlement qui fixe les conditions d'usage de l'espace communal. Les établissements publics. Ici, on peut citer le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages. La Cruste dit simplement Conservatoire du littoral. C'est un EPA qui a pour mission comme les départements d'acquérir des espaces non bâtis ou peu bâtis pour la protection et l'ouverture au public, droit de préemption, à l'amiable, post-expropriation. La différence avec les départements est que le conservatoire ne bénéficie pas d'une fiscalité affectée, il est doté d'un budget annuel par l'État. B. Les associations. Les associations actrices de la loi littorale sont de nature différente. Associations de riverains, de protection de l'environnement, associations de maires. Les associations sont des acteurs de la loi littorale à 2 niveaux. Elles participent à son élaboration mais aussi à son contentieux. Participation. Les associations prennent part au débat en intégrant certains conseils d'administration, en participant à des enquêtes publiques. Contentieux. Le droit de l'urbanisme littoral connaît un contentieux abondant, car des milliers de recours en excès de pouvoir sont dirigés contre des permis de construire des PLU. Les associations peuvent exercer un référé suspension à condition qu'il existe une urgence et un doute sérieux sur la légalité de l'acte, contentieux de légalité. Pour les permis de construire, le CE a posé une présomption d'urgence. Les associations peuvent agir aussi en contentieux de la responsabilité contre l'administration. En effet, l'État est compétent pour délivrer des dérogations à l'application de la loi. Si l'État donne une dérogation illégale, sa responsabilité peut être engagée.
On considère d'ailleurs que l'atteinte à un objet statutaire d'une association constitue un préjudice, qui se rapproche du préjudice écologique. Celui qui crée un préjudice s'engage donc à le réparer. Il y a également du contentieux judiciaire, les infractions à la loi littorale sont également pénalement sanctionnées. Note. Toute personne peut contester devant le juge administratif une décision de l'administration à condition d'être lésée par cette décision. L'intérêt lésé doit être personnel. Pour une personne physique cela est facilement identifiable, mais l'intérêt personnel d'une personne morale est moins évident. Le juge décide que l'intérêt personnel d'une association est lésé si la décision contestée porte atteinte à l'objet statutaire de l'association. C. Les juridictions. Il n'y a pas de juridiction spécialisée excepté les juridictions du littoral spécialisées, Julie. Ces juridictions répondent à une organisation particulière avec des magistrats particuliers, des juges d'instruction particuliers, pour des infractions pollution, ou infractions loi du littoral. Ces juridictions spécialisées marchent bien. Les actions devant les tribunaux judiciaires conduisent à très peu de poursuites. Notamment car la réforme de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme a renversé le principe suivant lequel le juge judiciaire pouvait ordonner à titre de peine complémentaire la démolition d'un ouvrage ou d'une construction. Le juge judiciaire ne peut plus ordonner la remise en état des lieux même s'il existe encore quelques exceptions pour les zones de protection élevée. Le juge civil, juge de la responsabilité civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour prévenir un dommage imminent, pourra ordonner toute mesure préventive. Il faut saisir le juge des référés. De façon générale, le juge a un rôle considérable dans l'interprétation des lois. 3. Un outil normatif du littoral. Le plan local d'urbanisme. Il existe 3 pièces principales qui composent le PLU. Le rapport de présentation, rapport très documenté sur la démographie de la commune, les activités scolaires, sociales, l'intérêt écologique. Le document graphique principal mentionne les différents secteurs, N zone naturelle, U urbanisée, AU à urbanisée, A agricole. Le règlement du PLU. Il est assez facile à lire et à comprendre. X. La couleur des revêtements doit être comme ceci. On y trouve le règlement de chaque zone N, A, U ou U. 4. Règles spéciales propres aux contentieux administratifs de l'urbanisme. Des règles spéciales ont été introduites dans le Code de l'urbanisme par la loi Besson, L 601 et R 601. Ces règles ont été introduites en grande partie pour réagir à l'abondant contentieux de l'urbanisme littoral. Règles spéciales relatives à la recevabilité des recours dans un sens restrictif. Règles spéciales sur la recevabilité des moyens sur un usage restrictif, faciliter les régularisations des actes administratifs irréguliers, favoriser les annulations partielles. Contrairement au discours ambiant, ce n'est pas de la simplification du droit mais de la complexification. Séance 2. L'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants. Les schémas de cohérence territoriale, SCO, sont des règlements comme les PLU, plan local d'urbanisation. Cependant, les SCO s'imposent au PLU. Les permis de construire ou permis d'aménager sont des actes administratifs individuels et non des règlements. CE, 31 mars 2017, Beauvais. La loi est directement opposable aux actes administratifs individuels. Loi du 4 juin 2018, dite Elan. Elle modifie substantiellement le droit de l'urbanisme, surtout l'urbanisme littoral. Cette loi tend à apporter plus d'importance aux actes tels que les PLU ou SCO. CE, 9 juillet 2021, commune de Landéda. La notion d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants doit être appréciée notamment au regard du SCO, à condition que ces dispositions soient suffisamment précises et compatibles avec les dispositions codifiées de la loi littorale. Conformité-compatibilité. La conformité est plus stricte, il faut absolument respecter la loi. La compatibilité est plus souple, même si la loi n'avait pas prévu cette hypothèse, cette dernière ne la remet pas en cause. Section 1. L'exigence de continuité avec les agglomérations et villages existants. L 121-8, Code de l'urbanisme. L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. 1. L'urbanisation. Les juridictions administratives ont une conception extrêmement large de l'urbanisation. Elles jugent que l'installation d'une station d'épuration est une opération d'urbanisation, tout comme la mise en œuvre d'un parc éolien, d'une centrale photovoltaïque, d'une antenne relais, d'un cimetière, de cabanons de jardin de 10 mètres de l'élargissement d'un chemin, la création d'un parking, d'un port de plaisance, d'une serre de production maraîchère. A contrario, le JA considère que ne sont pas des opérations d'urbanisation l'installation d'une station de pompage, la création d'une route, l'extension d'un centrale nucléaire. L'appréciation de l'existence d'une urbanisation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
On pourrait penser que toutes les opérations d'urbanisation sont soumises à permis de construire, mais ce n'est pas forcément le cas. 2. L'extension La CA à Marseille, le 13 mars 2003 et le CE le 3 avril 2020 a indiqué que l'agrandissement d'un bâtiment existant n'est pas forcément considéré comme une extension. Par contre, la construction d'une seule maison est une extension, CA de Nantes. C'est une affaire d'espèce. Il y a aussi le cas particulier des zones déjà urbanisées. Dans ce cas, le CE dit qu'il y a extension si la densité du quartier est sensiblement augmentée, CE, 5 février 2005, Soleil d'Or. 3. La continuité. Il y a continuité quand il n'y a pas discontinuité. S'il y a discontinuité, l'urbanisation sera illégale. Pour apprécier la discontinuité, les critères sont les suivants. La distance par rapport à l'habitation la plus proche, 200 mètres égale discontinuité ou 100 mètres du bourg égale discontinuité, CA à Nantes, 31 mai 2000. L'existence d'une séparation avec une infrastructure, séparation par une route, voie ferrée, ruisseau, voire même un golfe, CA à Bouet. 3. L'agglomération ou le village. Le juge administratif refuse de qualifier d'agglomération ou de village les zones d'urbanisation diffuse, ZU, et ou les zones non urbanisées. Ainsi l'extension ne peut pas se faire à partir d'une zone d'urbanisation diffuse ou non urbanisée. CE, 9 novembre 2017, commune de Porto Vecchio. Le village est caractérisé par un nombre et une densité significative de construction. Quelques exemples sur l'interprétation de la notion de village. La CA de Nantes a jugé qu'un hameau d'une trentaine de constructions n'est pas un village mais une zone d'urbanisation diffuse à partir de laquelle il n'est pas possible d'étendre l'urbanisation. Est un village une zone de 150 constructions avec une identité propre et des équipements collectifs. Est aussi un village un groupe d'une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le long d'un chemin. Un ensemble de 3 constructions avec réseau d'eau et électricité, autour d'une voie publique est considéré comme un hameau et non un village. Section 2, les dérogations. Activités agricoles, éoliennes, dans Creuse 1, les activités agricoles, L121, 10, avant 2005, ne pouvaient déroger à cette obligation de continuité uniquement les activités agricoles ou forestières qui troublaient le voisinage. Par exemple, une miellerie peut déroger car elle trouble le voisinage, mais une cave viticole non car elle ne cause pas de trouble. En 2005, le FNSEA, syndicat agricole majoritaire, arrive à faire modifier la loi. L'exigence du trouble de voisinage n'est plus exigée, donc davantage de constructions dérogent à cette obligation de continuer jugée contraignante. Déterminer s'il s'agit d'une activité agricole ou non. Le JA a considéré qu'une usine de traitement de lisier est liée aux activités agricoles alors même qu'il s'agit d'une installation industrielle, car elle a pour objet de fabriquer une matière première pour l'agriculture. 2. Les installations d'énergie renouvelable. L121, 12 du Code de l'urbanisme permet l'aménagement d'éoliennes en discontinuité lorsqu'elles sont incompatibles avec l'urbanisation existante. Toutefois, elles ne sont pas admises dans un espace de 1 km à partir de la limite haute du rivage et un avis des conseillers municipaux concernés ou comité de communes est obligatoire. L121, 5, 1, prévoit de façon générale pour les îles que toutes les installations d'énergie renouvelable soient dispensées du respect des différentes contraintes de la loi littorale. 3. La densification des SDU, secteurs déjà urbanisés. Le législateur est intervenu en 2018 et permet aux collectivités locales d'identifier dans les SCO et les PLU des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés. Ces secteurs sont ouverts à l'urbanisation mais exclus de la bande littorale des 100 mètres qui est censée être la bande la plus protégée. 4. La relocalisation. Pour tenir compte du recul du trait de côte, la loi 10 Climat et Résilience du 22 août 2021 introduit une exception à l'exigence de continuité. Elle introduit le principe de la relocalisation d'installations ou de constructions menacées par la montée des eaux sans avoir à respecter cette exigence de continuité, uniquement dans certaines communes fixées par décret. Cette autorisation doit être délivrée par le préfet, L312, 9. Séance 3. Les espaces proches du rivage, EPR, L121, 8, Code de l'urbanisme. L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. L121, 13, Code de l'urbanisme. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celle d'un schéma de mise en valeur de la mer. Nous retenons que dans tous les cas l'extension doit être limitée. Toutefois, si l'extension est conforme aux dispositions au SCO, ces deux critères ne sont pas applicables. Note.
Le PLU prévoit des règles très précises. Les SCO sont beaucoup plus souples dans leurs orientations. Les rapports qui existent entre le SCO et les PLU sont des rapports de compatibilité et non de conformité. 1. L'extension limitée de l'urbanisation dans les EPRA. La qualification d'EPR. La loi ne donne aucune précision sur ce qu'il faut entendre par le terme proche du rivage. C'est la jurisprudence qui interprète cette notion dans un arrêt rendu par le Conseil d'État, le 12 mars 1993, commune de Biassin. Le CE ne se contente pas du seul critère de la distance, mais prend aussi en compte la visibilité entre l'espace considéré et la mer. De façon générale, les juridictions du fond sont plus souples que le CE sur la notion de PR. Si des catégories devaient être faites, jusqu'à 350 mètres depuis le rivage, c'est toujours un EPR, il y a une présomption quasi irréfragable de proximité avec la mer. Entre 350 à 800 mètres, c'est là que jouent les critères complémentaires et que l'on peut hésiter sur la qualification d'EPR, entre 800 à 1500 mètres. C'est assez exceptionnel que l'on retrouve la qualification d'EPR, supérieure à 1500 mètres. Il n'y a jamais de qualification d'EPR. Dans un arrêt du 3 mai 2004, Madame Barrière, le CE priorise le critère de la visibilité entre le rivage et le terrain litigieux. Cet arrêt était commenté en disant que le critère de la visibilité passait devant le critère de la distance. Postérieurement à cet arrêt, de nombreux arrêts de CA ont maintenu le caractère principal du caractère de la distance contrairement au CE. Il arrive fréquemment que les communes dans leur PLU tracent, en s'inspirant plus ou moins des critères jurisprudentiels, une ligne pour ces EPR. Cette délimitation que tout le monde prend pour argent comptant n'a pas d'existence juridique car la jurisprudence et la loi prévaut sur les SCO et les PLU. B. L'extension limitée de l'urbanisation. Il faut entendre la notion d'urbanisation comme une notion vaste qui va au-delà des seules constructions. Sa limite n'a ni précision réglementaire ni précision légale, c'est alors la jurisprudence qui va définir cette limitation. Le Conseil d'État dans un arrêt du 28 juillet 2000, s'efforce de préciser des critères à utiliser pour savoir si une extension d'urbanisation est limitée. Ces critères sont 1 degré la densité, l'outil de la densité et l'achon, surface hors œuvre nette, 2 degrés la localisation. D'un littoral à un autre, ce critère sera utilisé de différentes manières. Exemple. Une ZAC de 10,000 mètres de nez, par nature, pas une extension limitée sur la côte d'Azur. Sur la côte bretonne, un lotissement n'est pas une extension limitée. 3 degrés la destination. 2. Les conditions auxquelles doit répondre l'extension de l'urbanisation, en plus d'être limitée, a. Une extension motivée. L'extension d'urbanisation doit être motivée dans le PLU. Les juges administratifs ont souvent censuré des PLU qui ne comportaient aucune justification de l'extension de l'urbanisation. Cette justification doit être présente dans le rapport de présentation, car c'est lui qui indique les grandes orientations retenues par le PLU. Les juges apprécient souverainement si les motivations de l'extension sont suffisantes en fonction des critères liés à la configuration des lieux ou l'accueil d'activités exigeant la proximité du rivage. Le J assure le critère de l'exigence de proximité du rivage est souple, il considère qu'une activité portuaire peut nécessiter d'avoir un lien avec le rivage, tout comme certaines infrastructures liées à la pratique des sports de mer. B. Une extension conforme au SCO. La conformité à un SCO est étonnante puisque qui dit conformité dit application stricte de la norme supérieure. Or, le SCO comporte des normes générales, pas très précises. On a un rare exemple de l'application de conformité au SCO donnée par la CAA de Marseille, le 23 novembre 2000. Association Information et Défense de Cannes. La Cour a considéré que l'extension du palais des festivals était effectivement bien conforme aux orientations du SCO. C. L'accord du préfet à l'extension. Si une commune n'obtient pas l'accord du préfet ou ne la demande pas, les décisions administratives seront illégales. Auparavant, le silence de l'administration valait refus, désormais il vaut acceptation. Toutefois, il existe certaines exceptions notamment pour les demandes qui n'entrent pas dans le cadre d'une procédure prévue par la loi. Dans les textes, on ne trouve aucun motif sur lequel le préfet pourrait se fonder pour délivrer ou non son accord, c'est comme ça, entre autres, que l'on reconnaît la différence entre un pouvoir discrétionnaire et une compétence liée. La commune doit formuler une demande d'extension motivée. Il faut donc l'accord du conseil municipal sur cette extension, il s'agit donc d'une délibération du conseil plus que d'une demande. Il faut ensuite l'avis de la CDNPS, Commission départementale de la nature, du paysage et des sites, c'est un organisme consultatif placé auprès de l'État. Cette CDNPS comporte 3 formations. Protection de la nature, sites et paysages, commission particulière. Les avis prévus par le Code de l'urbanisme sont rendus par la formation sites et paysages. La formation protection de la nature comporte beaucoup de scientifiques, tandis que la formation sites et paysages est composée d'élus et d'architectes. En pratique, la formation Cité Paysage donne beaucoup son accord pour les demandes d'extension.
Il a donc été jugé que si sa décision est fondée uniquement sur des motivations liées au paysage et non à l'environnement, celle-ci est illégale. Il n'y a aucune précision réglementaire sur la forme de l'accord du préfet. Il peut s'agir d'un simple courrier du préfet adressé à la commune. L'accord du préfet n'est pas lié par la configuration des lieux mais est lié par l'exigence du caractère limité, par la protection de la bande des 100 mètres et par la protection des espaces remarquables du littoral. L'autorisation du préfet peut être irrégulière, en raison de l'avis qui peut lui-même être entaché d'irrégularité, ou parce que la première condition n'est elle-même pas remplie. L'autorisation ne peut pas faire l'objet d'un REP, mais le permis de construire qui aurait découlé de cette autorisation, lui, le peut. Les recours pour excès de pouvoir contre ne sont pas suspensifs. Dans des conditions restrictives, il est possible d'engager une action judiciaire pour demander une démolition. Séance 4. La protection de la bande littorale B 100 mètres L 121-16, Code de l'urbanisme. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs. L 121-17, Code de l'urbanisme. L'interdiction prévue à l'article L 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. L 121-19, Code de l'urbanisme. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L 121-16 à plus de 100 mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux le justifient. 1. La détermination de la distance de 100 mètres. Le seul critère ici est la distance. Il apparaît donc simple de calculer une distance de 100 mètres, mais il y a des précisions à apporter. Point de départ de la bande égale à compter de la limite haute du rivage. Le CE avait retenu dans un arrêt d'assemblée de 1973 dit Kretman que la limite du DPM était fixée jusqu'au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Cette limite ne saurait en aucun cas résulter de documents trop anciens. En effet, la limite du rivage s'apprécie à la date où la décision a été prise. Note. Depuis la loi climat et l'ordonnance d'avril 2022, 126 communes, les plus sensibles au retrait du trait de côte, ont l'obligation d'étendre à plus de 100 mètres leur bande littorale lorsque la projection du recul de trait de côte le justifie. L'appréciation du caractère urbanisé. L'autorité administrative apprécie ce caractère au cas par cas. Le CE a essayé d'énoncer certains critères. On peut retenir qu'un espace urbanisé est caractérisé par une densité significative de construction, ce qui exclut les zones d'urbanisation diffuse considérées comme des zones non urbanisées. On peut donc considérer que les agglomérations et les villages sont forcément des espaces urbanisés en vertu de l'article L 121-16. Ces propos peuvent donner lieu à des débats car on ne tient pas compte du type d'urbanisation. 2. La portée de l'interdiction d'aménager à l'opposabilité. À quel type d'acte administratif la règle protectrice est-elle opposable? Au acte administratif unilatéral dans le domaine de l'urbanisme. Permis de construire, permis d'aménager, PLU, SCO, au acte administratif unilatéral au urbanisme, déclaration d'utilité publique. B. La nature des aménagements. Certains ont tenté de différencier les aménagements du littoral. Construction, c'est l'édification d'un ouvrage selon des plans déterminés. C'est aussi quelque chose soumis à un permis de construire et à une déclaration de travaux. Déclaration peut faire l'objet d'une annulation pour deux motifs. Déclaration incomplète ou relevant en réalité d'une autorisation. Installation, c'est le cas des parkings, terrains de camping, un changement de destination de bâtiments existants etc. Le CA juge qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas entre les constructions et les installations nouvelles ou déjà existantes. Il y a quelques règles qui dérogent au respect de la loi littorale comme la loi du 13 décembre 2000 sur les reconstructions de bâtiments suite à un sinistre qui permet la reconstruction à l'identique au même endroit de toute construction après un sinistre sans avoir à se soumettre aux dispositions de la loi littorale. Note lorsqu'un opérateur a été autorisé à construire et qu'il se situe qu'en partie dans la bande littorale et que le permis s'avère illégal, il est annulable partiellement. On parle d'illégalité partielle ou divisible. Cette règle s'applique sous révisé que le permis de construire soit divisible, plusieurs maisons par exemple. 3. Les dérogations à l'interdiction à l'exigence de la proximité de l'eau. En quoi consiste cette exigence de proximité de l'eau? On pourrait penser que c'est une activité qui nécessite l'utilisation de l'eau de mer. En réalité, c'est plus nuancé. En effet, il a été accepté qu'un atelier de maraîchage, conditionnement de produits de pêche, exigeait la proximité de l'eau, car il nécessitait une eau de mer de très bonne qualité, alors que techniquement il est possible d'être plus éloigné. Une ferme aquacole, on précise que les activités visées ici doivent exiger la proximité de l'eau et non seulement en profiter, X.
Installation pour activité balnéaire peut être refusée car ce n'est pas une nécessité. Les juges tiennent compte de cette nuance. Le plus souvent, le JA prend en compte les difficultés techniques et financières qui découleraient d'un recul de l'installation car si l'installation en arrière est possible mais trop coûteuse, le JA demandera la proximité de l'eau. Les installations touristiques ne sont pas systématiquement exclues. En général, le JA considère que les installations n'exigent pas la proximité de l'eau mais si l'activité est par exemple une école de voile, il peut admettre des installations touristiques. Quelques exemples d'activités qui n'exigent pas la proximité immédiate de l'eau. Une station d'épuration avec rejet en mer, 19 mai 1993, Arrée-les-Verts-Var, une thalassothérapie eu égard à la possibilité technique, un centre d'isothérapie, à Lille même si l'environnement maritime est la condition essentielle de viabilité du projet. Exemple de service public qui nécessite la proximité avec l'eau. Vigie, des sanitaires, les vestiaires d'une base de planche à voile, des sanitaires publics. B. Autre dérogation en 2000, le législateur a introduit l'article L121-30 qui permet au CT d'établir des schémas d'établissement de plage qui peuvent permettre la reconstruction d'équipements ou de constructions existantes afin d'améliorer l'accès au domaine public maritime. Depuis 2010, l'article L121-17 autorise le raccordement des parcs éoliens, le raccordement des sources hydrauliques et solaires, l'atterrage des canalisations. Il y a aussi une exception à la loi littorale dans les îles pour toutes les installations liées aux énergies renouvelables qui sont dispensées de la protection littorale des 100 mètres. Les constructions et installations dérogatoires sont soumises à enquête publique. C'est une procédure par laquelle un demandeur réalise un dossier de présentation de son projet en répondant à des exigences réglementaires précises. Le demandeur doit solliciter l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sinon vice de procédure. Cet avis est obligatoire mais ne lie pas l'autorité administrative. Le dossier constitué peut être consulté par le public qui peut formuler des observations. La CAA de Nantes indique qu'aucune autorisation dérogatoire ne peut être délivrée de façon tacite, ce qui implique que le silence de l'administration vous refuse. Rien ne précise si la décision doit être motivée ou non, mais les décisions individuelles défavorables doivent être motivées, droit administratif. C. Le régime proposé aux collectivités d'outre-mer dans les CT d'outre-mer, la coutume ancestrale s'applique depuis l'Ancien Régime. Le domaine public s'étend sur la zone des 50 pas du roi. En 1986, le législateur a gardé la zone des 50 pour l'application de la loi littorale, L121-45. La dérogation à l'interdiction d'aménagement est possible que pour les installations liées à l'usage de la mer, et non exigeant la proximité de l'eau, L121-46. Le champ d'application de la règle protectrice est donc réduit et affaibli par rapport à la métropole. Dès 1996, a été introduite pour les départements et régions d'outre-mer une distinction entre secteurs urbanisés et non urbanisés, L121-47. Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Séance 5. La protection des espaces remarquables, ERL, des communes littorales L121-23, Code de l'urbanisme. Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et les dos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des riawades et des cas, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de la faune désignées par la directive 79/409 CE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Article R121-4, Code de l'urbanisme. En application de l'article L121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique. 1 degré les dunes, les landes côtières, les plages et les lits d'eau, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci. 2 degrés les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares. 3 degrés les îlots inhabités. 4 degrés les parties naturelles des estuaires, des riawades et des cas.
5 degrés les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés. 6 degrés les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gainage de l'avifaune désignées par la directive 2009-147-C du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 7 degrés les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du Code de l'environnement. 8 degrés les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables. Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. 1. La qualification d'espace remarquable du littoral, ERL, comme pour les espaces proches du rivage, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont prévu la délimitation de ces espaces. Ce sont donc les communes littorales qui la plupart du temps identifient leurs espaces remarquables dans leur PLUSCO. On précise que la liste posée par R121-4 et L121-23 n'est pas limitative et de plus, il ne suffit pas qu'un espace soit listé pour être un ERL. La liste constitue alors une présomption simple de qualification de RL. Exemple. CA de Marseille, certaines dunes peuvent relever des ERL alors même qu'elles ne font pas l'objet d'une protection. Comment établir le caractère remarquable ? L'espace fait l'objet d'une protection au titre du droit de l'environnement. C'est le cas par exemple des ZNIF, zones naturelles d'intérêt écologique touristique, faunistique et floristique. L'existence d'une protection ou d'une identification au titre du droit de l'environnement conduit le JA à considérer qu'il y a un espace remarquable. L'absence d'une telle protection ou identification conduit donc souvent le juge à considérer que l'espace n'est pas remarquable. On note qu'aucun des articles mentionnés dans l'introduction ne prévoit de procédure de délimitation réglementaire de ces ERL. Ce sont donc les autorités déconcentrées de l'État qui ont systématiquement délimité ces ERL. Cependant, le CE en 1998 est venu préciser qu'aucune disposition ne donne compétence au préfet pour faire ces délimitations. En pratique, ce sont plutôt les PLU qui délimitent ces zones espaces remarquables. Dans tous les cas, ce sera le JA qui aura le dernier mot. Observation. Ces ERL sont susceptibles de se trouver sur la totalité du territoire communal. Un espace urbanisé ne peut pas être un ERL, CE, 1998. La délimitation jurisprudentielle à autorité de chose jugée. Le décret a été considéré par le CE comme une liste non limitative. Le CE s'il est saisi en tant que juge de cassation ne revient pas sur l'appréciation des faits. Il s'autorise à vérifier l'utilisation des critères retenus pour apprécier le caractère remarquable. S'agissant des différents contrôles des motifs du juge pour apprécier la qualification juridique des faits. 1 degré le juge a une assez large marge d'appréciation, mais s'il commet une faute, le CE peut considérer qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. 2 degrés le CE intervient sur la qualification juridique des faits en faisant un contrôle normal. Dans certains domaines, le juge exerce un contrôle plus poussé de la qualification juridique des faits. 3 degrés dans certaines matières, le juge exerce un contrôle maximum. Pour les ER déterminés par leur régime juridique, la question ne se pose pas. Pour les autres espaces, il faut considérer l'intérêt écologique, une notion vague. Le juge s'appuie donc souvent sur des expertises, les études de la commune, son PLU et l'inventaire ZNIF. 2. La portée de l'obligation A. Les actes administratifs. Cette règle de protection est opposable à tous les AAU relevant du droit de l'urbanisme, mais aussi à des actes relevant d'autres branches du droit. En décidant cela, le CE fait échec à un principe auquel il est très attaché, le principe d'indépendance des législations. En droit de l'urbanisme, la règle est opposable aux actes réglementaires administratifs et actes individuels. Les actes réglementaires sont essentiellement les PLU, C 1997, commune d'acquis. La règle n'est opposable aux PLU. Les actes individuels sont les permis de construire, les permis, les certificats d'urbanisme, décision de non-opposition à des déclarations de travaux en dehors du droit de l'urbanisme, la protection est applicable à la police forestière, autorisation défrichement, police de l'eau, assèchement zone humide, rejet, autorisation de grandes manifestations sportives, autorisation du domaine public, décision préfectorale d'homologation d'un terrain de sport, déclaration d'utilité publique,
B. L'intensité de la protection. Ici, la question qui se posait: à partir de quand le JA considérera que l'autorisation litigieuse viole l'obligation de préservation? Soit toute altération viole L121-23, soit la décision est illégale car elle remet en cause le caractère remarquable. Pendant un certain temps, le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas atteinte si le projet ne porte qu'une atteinte limitée au caractère remarquable du site. Le risque est que si on admet des petites altérations, demain ce seront d'autres petites altérations et les espaces naturels se verront grignotés. Finalement, le CA juge que le caractère remarquable demande l'inconstructibilité de l'espace, ce qui est différent de l'aménagement. CE, 27 septembre 2006, commune du Lavandou. Il a été jugé que la protection instituée par L121-23 implique l'inconstructibilité des espaces du littoral sous réserve de petits aménagements et de l'interdiction de toute altération humaine. C. Les possibilités juridictionnelles d'ordonner la remise en état des lieux. Ici, on vise la situation où l'aménagement non autorisé a déjà été réalisé et où on envisage la remise en état. 1. Dans le cadre du contentieux de la responsabilité administrative, conditions de mise en œuvre de la responsabilité. Il faut établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Exemple. CA Nantes, 18 avril 2006. Prononce une injonction de détruire une cale d'accès à la mer irrégulièrement édifiée avec astreinte. L'association engage la responsabilité administrative pour faute de l'administration qui était maître d'ouvrage et demande la réparation de son préjudice en nature. Cette possibilité doit être conciliée avec le principe d'intangibilité des ouvrages publics. Il est fait interdiction au JA et JJ de prononcer la démolition d'un ouvrage public sauf réunion de 3 conditions. Irrégularité, pas susceptible d'être régularisé, absence d'intérêt général. 2. Dans le cadre du contentieux REP-CE, 20 mai 2011, comité d'agglomération du lac du Bourget, on demande l'annulation d'une déclaration utilisée publique et d'une autorisation de police de l'eau. Le JA annule ces actes grâce au L911-1, ordonne des injonctions pour tirer les conséquences de cette annulation. L'administration doit procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 150 € par jour. 3. Le contentieux judiciaire. Le fait d'altérer un espace remarquable constitue un délit, il y a donc des dispositions répressives. Les infractions à l'article L121-23 sont pénalement sanctionnées. La remise en état des lieux peut être engagée à titre de peine complémentaire. Les constitutions de parties civiles émanent d'associations qui poursuivent leur objet statutaire de la protection de l'environnement. 3. Les dérogations à la protection L121-24, L121-24, Code de l'urbanisme. Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, R121-5, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. A. Les aménagements légers et ce que cette liste est limitative. Dans un arrêt du C de 2013 commune de Biassin, il a été jugé que non, tout aménagement est admissible s'il peut être considéré comme léger, relatif et subjectif. Exemple d'aménagement léger. Pistes cyclables, sentiers équestres, postes d'observation de la faune, chemins piétonniers, aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces. Depuis 2018, il existe 4 conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre ces aménagements légers. Ces aménagements doivent être nécessaires, fixés par la loi, ne pas dénaturer le caractère des sites. Ne pas compromettre la qualité architecturale ou paysagère de ces espaces. Ne pas porter atteinte à la préservation des milieux. Ces conditions peuvent être vérifiées par le JA qui garde un certain pouvoir discrétionnaire. Article R121-5, Code de l'urbanisme. Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturant pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. 1 degré lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les centres équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
2 degrés les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 3 degrés la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. 4 degrés à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'il soit en harmonie avec le site et les constructions existantes. A. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sein de l'article R. 420-1 n'excède pas 50 mètres carrés. B. Dans les zones de pêche, de culture marine ou lacustre, de conchiliculture, de saliculture et d'élevage de vins de présalés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liée aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. C. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 mètres carrés. 5 degrés les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement. 6 degrés les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1 degré, 2 degrés et 4 degrés et les réfections et extensions prévues aux 3 degrés du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Il ne suffit pas que le règlement du PLU qualifie des aménagements de légers pour qu'ils soient considérés comme tels par le juge. Le rapporteur public dans un arrêt 10 juillet 2020 écrivait les aménagements légers ne sont évidemment pas par eux-mêmes autorisés du seul fait de leur intégration dans la liste. Il faut donc une appréciation complémentaire du caractère léger, 3 cas de figure. 1 degré la rubrique dans la liste donne des précisions importantes sur la limite admissible exemple. Rubrique 4, A ou 4, 3 n'excède pas 50 mètres 2. 2 degrés la rubrique fixe des limites mais elles sont incertaines et floues exemple. Rubrique 3 extension limitée. 3 degrés la rubrique est assez ouverte et ne fixe pas de limite quant au caractère léger. Le JA doit donc de lui-même apprécier si l'aménagement en question revêt un caractère léger ou pas. Exemple, rubrique 4, B. B. Les aménagements non légers qui peuvent être autorisés en ERL. On peut identifier 5 catégories qui concernent ces aménagements non légers. 1 degré L 121, 4, Code de l'urbanisme. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Exemple. Construction d'une maison de la pêche, divergence CAA en 2008, qui considère que c'est un aménagement nécessaire à l'installation portuaire tandis que la CAA de Marseille non. 2 degrés L 121, 5, Code de l'urbanisme. À titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eau usée, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre. 3 degrés L 121, 5, 1, Code de l'urbanisme. Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à 10 km au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'État dans la région. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 4 degrés L 121, 25, Code de l'urbanisme. Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnés à l'article L. 321-2 du Code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du Code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre I du titre I du livre I du Code de l'environnement.
L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnés au 1 degré de l'article L. 323-11 du Code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. 5 degré L 121-26, Code de l'urbanisme. La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique. L'atterrage des canalisations, les travaux qui ont pour objet la conservation des espaces remarquables, les stations d'épuration, les nouvelles routes, susceptibles d'être autorisées, ouvrages de sécurité maritime, ouvrages nécessaires à la défense nationale. Séance 6. La protection pénale du littoral 1, les difficultés périphériques A, des raisons institutionnelles ou procédurales. Les parquets sont débordés, donc ils écartent ce qui est moins grave, dès que ça parle de droit pénal de l'environnement, de l'urbanisme, du littoral. Ce n'est pas une priorité de l'action publique. De plus, ce droit pénal est particulièrement complexe. Certains gouvernements, 2005 et 2015, ont tenté en vain d'inciter les parquets à accorder une certaine importance à la délinquance écologique et urbanistique. Le procureur peut engager des poursuites, mais les victimes aussi, les associations pourront être des victimes potentielles. Il faut également un fait constitutif d'infraction pénale, un élément matériel, intentionnel et légal. L'élément matériel peut recevoir d'autres qualifications pénales que celles relevant du droit de l'urbanisme du littoral. Pour contourner la saisie du procureur de la République, la victime peut saisir un juge d'instruction, qui va saisir un juge correctionnel. L'avantage pour la victime est que le juge d'instruction a l'obligation d'enquêter alors que le procureur bénéficie de l'opportunité de la poursuite. B. Existence d'infractions plus aisément poursuivables. Souvent, si des faits peuvent être considérés par le parquet comme suffisamment attentatoires à l'ordre public pour justifier des poursuites, il va y avoir un cumul d'infractions. Exemple. Une construction dans la bande littorale B 100 mètres dans un espace non urbanisé caractérise l'infraction pénale à la loi littorale, mais souvent ces faits vont aussi relever du délit classique de construction sans permis de construire, ou d'aménagement sans permis d'aménager. 2. Des difficultés strictement juridiques. Avant 2015, l'intégration dans le Code de l'urbanisme de dispositions pénales par un mécanisme de renvoi ont justement conduit à la pénalisation de certaines règles. Exemple. Le stationnement de caravanes dans un ERL est considéré par la CA comme une altération pénalement sanctionnante. La Cour de cassation, chambre criminelle du 15 octobre 2002, s'est prononcée de façon explicite sur l'existence d'infractions pénales en ce qui concerne la violation de l'obligation de préservation des ERL. B. Depuis 2015, on peut se demander si le législateur n'a pas involontairement supprimé ces incriminations pénales. En 2015, l'ordonnance Macron permet de penser que les dispositions de la loi littorale ne sont plus pénalement sanctionnées. Il y a donc une réponse ministérielle en 2016 qui tente d'expliquer que malgré les apparences, la répression pénale des manquements à la loi littorale est toujours assurée. Mais la valeur juridique d'une réponse ministérielle est juste une interprétation par l'autorité de normes législatives. La jurisprudence peut donc s'écarter du raisonnement du ministre. Il faut attendre que la chambre criminelle se prononce de façon claire sur la question du maintien de la protection pénale ou non des dispositions de la loi littorale. Séance 7. Le domaine public maritime et les servitudes littorales. Les personnes publiques peuvent être propriétaires de biens. On range les biens des personnes publiques en deux catégories, domaine public et domaine privé. On considère que certains biens des personnes publiques répondent de façon plus immédiate à des considérations d'intérêt général, ce qui justifie que leur soit appliqué un régime qui tend plus vers le droit administratif. Les biens du domaine public sont les biens qui appartiennent à une personne publique, qui sont affectés soit à l'usage direct du public soit à l'usage indirect, intermédiaire SP. Parmi ces biens, on trouve la voirie routière, la voirie ferroviaire ou encore des bâtiments affectés à des aspects comme les bâtiments de l'université. On distingue de manière pratique le domaine public artificiel et naturel. Ce domaine se définissait jusqu'en 2006 par l'ensemble des biens appartenant à une personne publique et affectés à l'usage du public ou à un service public, et faisant l'objet d'un aménagement spécial. En 2006, le législateur reprend cette définition en la modifiant. C'est l'ensemble des propriétés appartenant à une personne publique et qui sont affectées à l'usage du public ou à un SP faisant l'objet d'un aménagement indispensable. 1. Le domaine public maritime naturel A. Sa consistance. Le domaine public maritime est principalement composé rivage de la mer sous artificialisation portuaire, sol et sous-sol de la mer territoriale, eau de mer et vie aquatique ne relèvent pas du DP maritime, ce sont des récominies, les lais, les relais de la mer, dépôts salés, havres et rades.
Le domaine public maritime s'étend jusqu'à 12 milles à compter de la ligne du rivage. En outre-mer, il s'étend jusqu'à la bande des 50. PS. La limite haute se définit par un phénomène naturel et non par une décision. Dans tous les cas, le juge aura le dernier mot. B. Son régime juridique. Le domaine public est imprescriptible, inaliénable et insaisissable. Il est donc soumis à une protection exorbitante du droit commun. Inaliénabilité. Cela signifie qu'il ne peut être vendu, échangé, Ce principe est consacré depuis l'Ancien Régime. Toutefois, il n'a pas valeur constitutionnelle, il a une simple valeur législative. Imprescriptibilité. Il est impossible pour un propriétaire de faire valoir la prescription ou l'usucapion. On veut protéger le domaine public contre les négligences de l'État. René Chaput. C. Les contraventions de grande voirie sont constitutives de CGV. Les atteintes à l'intégrité du DPM ou les occupations sans titre du DPM, tout comme le non-respect de diverses servitudes de protection instituées sur le DP. La police relève en principe de la police administrative, prévenir les troubles à l'OP, ou judiciaire, poursuivre et réprimer atteinte au P. Les autorités administratives peuvent règlement interdire dans le respect des normes supérieures. La contravention de grande voirie est une infraction pénale, pas besoin d'un élément intentionnel. C'est une contravention de 5e classe, 1500 € maximum. Elle est poursuivie devant le JA. En revanche, l'action domaniale est exercée devant le JJ. Elle vise à la remise en l'état du domaine public. Ces deux actions peuvent se cumuler, amende plus remise en l'état. Le préfet a le monopole des poursuites mais pas des constatations. Ce point est important car il arrive que des préfets tolèrent certaines infractions au DP quand elles viennent de collectivités locales pour ne pas les fâcher. Les agents verbalisateurs doivent transmettre le PV d'infraction au préfet, qui engage les poursuites et fait office de procureur. Pas d'appréciation de l'opportunité de poursuite. Arrêt 1979, assaut des Amis des chemins de ronde. Le refus de poursuite peut être contesté. Principales infractions. Au non-respect de l'interdiction d'aménager ou de construire, au non-respect de l'interdiction de procéder à des dépôts ou extractions, aux dégradations, aux constructions sans permis de construire, aux atteintes à l'environnement. La prescription de l'action publique est acquise au bout de 1 an. Il faut aussi préciser que l'auteur ne peut être attaqué au TA et au TJ pour les mêmes faits, règle non bis in idem. L'action domaniale est imprescriptible. 2. Les servitudes L121-31 Code urbanisme. Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative compétente de l'État peut, par décision motivée prise après enquête publique, 1 degré modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime. 2 degrés à titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L121-31 et L121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de 15 mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains aptenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels la distance de 15 mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite. C'est ensuite, évolution de la loi. Souvent en droit de l'urbanisme littoral, c'est au nom de la sécurité juridique que le législateur crée justement de la sécurité et de la complexité. À l'époque, le législateur avait fait une loi courte et brève. Aujourd'hui, la loi est beaucoup plus complexe et plus longue. 1. Les évolutions du droit de l'urbanisme littoral. A. Complexification par la création de nouvelles catégories. 1. Les exceptions générales. Initialement en 1986, il existait une seule exception à l'application de la loi littorale, la catégorie des grands ouvrages publics. Aujourd'hui, il y en a 5. Les grands ouvrages publics, les stations d'épuration, les énergies renouvelables dans les îles, les relocalisations, ordonnance 2021, les reconstructions à l'identique après un sinistre. 2. Les exceptions spéciales à l'exigence de continuité. À l'origine en 1986, il y avait une seule exception à cette exigence, les hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Désormais, elle a été remplacée par 4 exceptions. Les installations agricoles et forestières, la mise aux normes des nouvelles installations agricoles, les éoliennes, la densification des secteurs déjà existants, aux EPR. Il y avait une exception à l'origine pour les aménagements légers mais les exceptions se sont élargies, CF séance 5.
À la banque littorale des 100 mètres, on passe d'une exception relative aux services publics nécessitant la proximité de l'eau à 2 avec le rajout de l'installation des canalisations. B. Évolution destinée à renforcer la protection. Ces dérogations, A. Aussi justifiées soient-elles, ne sont pas compensées par des règles plus protectrices. Le législateur s'est efforcé de présenter des dispositions améliorant la protection, mais ce sont des leurres. 1 degré. Les hameaux intégrés à l'environnement ont été supprimés. On pourrait penser que c'est bien car cela retire une exception, mais cette exception n'a quasiment jamais pu être mise en œuvre. 2 degrés pour les espaces remarquables du littoral. R 121.5 liste les aménagements légers. En 2018, le législateur a précisé que cette liste n'était pas limitative, mais le CE avait déjà jugé que cette liste n'était pas limitative. 2. La décentralisation accrue dans la mise en œuvre du droit de l'urbanisme littoral. A. La situation initiale. Le législateur a institué des normes qui s'appliquaient directement aux autorisations d'urbanisme et EPLU. Les auteurs de PLU n'avaient donc pas de marge pour appliquer les exigences législatives et ne faisaient qu'assurer la conformité du PLU aux dispositions de la loi. Dans une logique de décentralisation, le législateur a voulu agir. Les communes littorales peuvent étendre la protection de la bande littorale des 100 mètres. En pratique, il n'y a qu'une seule application dans la commune de Longeville-sur-Mer en Vendée. Les CT ne se sont pas précipités pour mettre en œuvre une protection renforcée. En ce qui concerne les espaces proches du rivage, l'extension limitée de l'urbanisation doit être justifiée et motivée par la commune selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'exigence proximité de l'eau. Si ces communes justifient ces critères, elles peuvent mettre en œuvre une extension limitée de l'urbanisation. Mais dans un arrêt de 2017, Société Savoie du Lac Investissement, le CE est venu dire que les dispositions législatives sont directement applicables aux autorisations d'urbanisme indépendamment des dispositions du PLU. Ainsi, on passe au-dessus des actes de la collectivité. De façon plus générale, la jurisprudence appliquait directement la loi aux autorisations d'urbanisme en ignorant les délimitations effectuées par les PLU. De la même façon, le JA n'apportait pas d'importance aux précisions des règlements du PLU lorsqu'il essayait de définir une extension limitée, un aménagement léger. B. Depuis la loi Elan de 2018. Depuis 2018, l'article L 121.3, deuxième alinéa du Code de l'urbanisme confie au SCO le soin de préciser les modalités d'application de la loi littorale de 1986. Le législateur opère une révolution décentralisatrice, car il confie au SCO le rôle habituellement dévolu au décret d'application. Dans cette logique, l'article L 121.3 du Code de l'urbanisme confie au SCO la mission d'identifier des critères d'appréciation des secteurs déjà urbanisés et il appartient au PLU de déterminer la localisation des secteurs déjà urbanisés. Observations. Évolution jurisprudentielle. CE, 11 mars 2020, Confédération Environnement Méditerranée. C'est une affaire sensible car le CE s'est prononcé sur une question délicate dans un sens contraire à celui du rapporteur public. Le CE considère que cette appréciation extension limitée des EPR pouvait être appréciée de façon globale. Le CE va admettre que le SCO peut énoncer des dispositions différentes en considérant que M moyenne l'extension est limitée, alors qu'à l'échelle d'une parcelle l'extension n'est pas limitée. Le CE nous dit qu'il y a bien extension limitée de l'urbanisation avec 24,000 m². CE, 28 septembre 2020, commune du Lavandou. Cet arrêt est relatif à l'articulation entre la loi, le SCO et le PLU. Le PLU doit être compatible avec le SCO, mais un PLU doit être également compatible avec la loi et doit néanmoins tenir compte des dispositions du SCO. En l'absence de SCO, le PLU doit être compatible avec la loi seulement. Par contre, un projet individuel sanctionné par un permis de construire doit être conforme avec la loi. CE, 9 septembre 2021, commune de Landéda. Le maire doit s'assurer d'une conformité d'autorisation d'urbanisation avec la loi compte tenu des dispositions du SCO déterminant les critères, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec L 121.8. La décentralisation s'opère aussi par la délivrance d'autorisations dérogatoires par le préfet, ce qui atténue le rôle de l'État et qui engendre aussi un affaiblissement supplémentaire des protections de mise en œuvre instituées par loi de 1986.